Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir même, puisque nous sommes, il doit être dans les minuit ce soir, mardi 4 août. Ce soir, j'ai quelqu'un à vous présenter, quelqu'un qui m'est très proche, qui me connaît très bien, qui est passionné par le merveilleux, par le spectacle, par l'amour, et nous sommes en fait dans sa chambre. Il a le même nom de famille que moi. C'est pas mon mari, non. C'est mon frère. Alors Antoine, si tu peux t'approcher, comme ça vous voyez mon petit frère. Coucou Antoine. Salut Chloé. Tu m'as fait l'honneur de cette interview ce soir. Bon, c'est toi qui veux me mettre en lumière et qui me fait bien plaisir. Bah écoute, ça me fait aussi plaisir. Donc moi j'aimerais qu'on discute un petit peu tous les deux des fêtes de Genève, ou du moins ce qu'il en reste, de l'animation que tu as faite le week-end dernier là pour la ville, de ce que tu penses de la situation actuelle, des masques, de l'amour, de l'Afrique, des spectacles. Et j'aimerais rappeler aussi que Antoine donc, a fait énormément de choses dans sa vie. Et je vais faire une liste qui sera sûrement non exhaustive et dans le mauvais ordre. Donc je commence par Artabis, le Palais Mascotte. Antoine est comédien, chanteur, régisseur, programmateur. Il s'occupe des lumières, de tout ce qui est son, de la musique, autant le chant que les instruments. Tu as fait un groupe de rap à l'époque quand on était ado qui s'appelait Pax Animaux. La paix de l'âme. Voilà, avec Serge, dont on parlera peut-être. Et tu as fait la réouverture donc, du Palais Mascotte. Tu travailles avec les 3 points de suspension pour des pièces de théâtre complètement incroyables, dont Looking for Paradise, Squash récemment. Et puis, tu parles aussi beaucoup de l'Afrique, qui fait partie de ta vie, avec notamment le spectacle de Niki Tamola. Niki Tamola, c'est dur à dire. Ça veut dire l'œil voyageur en bambara. Ah, c'est pour ça. Je n'avais pas encore compris la traduction. Et dedans, tu joues un personnage, comment il s'appelle déjà? Jean Désiré. Jean Désiré, donc c'est un beauf blanc, genre colon, comme ça, qui se croit tout permis, c'est ça? Et qui se conduit comme un sauvage. Comme un sauvage, ouais, comme un sauvage, exactement. Donc voilà, moi j'aimerais que tu me parles un petit peu de ce qui t'a fait venir jusqu'à ce monde du spectacle. Et puis aussi, j'aimerais que tu nous parles de ce week-end. Comment t'as vécu cette configuration assez particulière avec un nombre limité de personnes, avec les masques, avec des contrôles, un peu moins de détente peut-être. Donc voilà, j'aimerais bien que tu me fasses un petit topo là-dessus. Eh ben, alors moi je fais du spectacle vivant parce que je trouve que le spectacle c'est quelque chose d'important. On est dans une période de l'histoire où il n'y a plus de grands récits, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de croyances. On n'a plus qu'à aller se tuer et se décharner dans les ruines de Sarajevo. Il y a plus, on n'a plus grand-chose à quoi s'accrocher. Alors je trouve que pour trouver du sens à notre vie, au-delà d'aider notre communauté, au-delà de participer aux efforts de notre collectivité pour essayer de faire un monde meilleur, ce ne sont pas des vains mots, j'y crois encore. Je crois que cette naïveté, cette impulsivité des forces de l'amour qui nous poussent à aider notre prochain et à préserver notre environnement est toujours d'actualité, d'autant plus avec les temps qu'on court, comme on dit. Les temps qu'on court. Les temps qui courent. Donc voilà, moi j'ai choisi d'essayer de prophétiser un petit peu l'amour, la poésie et le merveilleux, parce que selon moi il y a 4 corps de métier qui sont importants pour l'humanité. Tout le reste ne sert absolument à rien et pollue et est extrêmement dangereux. Il y a l'agriculture, la médecine, l'éducation et l'art en général. L'agriculture parce qu'elle nous donne à manger, alors je remets en cause évidemment la manière dont on le fait. Évidemment que la manière dont on fait l'agriculture aujourd'hui est destructrice, autant des terres, de notre environnement que de nous-mêmes. Donc c'est évidemment à repenser, en passant par la permaculture et toutes les nouvelles anciennes manières de cultiver nos propres légumes, nos propres fruits. Mais en tout cas, l'agriculture a des horaires un petit peu ingrats pour moi. C'est vrai trop tôt, c'est ça? Pour ceux qui ont un jardin, ils savent que c'est pas facile de partir en vacances quand on fait notre propre nourriture. La médecine,
est beaucoup aussi En mis ce en moment, cause. La pas médecine en tout tout à cas fait, occidentale ce qu'on elle aimerait. peut être un peu dangereuse et puis de toute façon on désensibilise. Ouais. Donc j'ai travaillé aussi en éducation comme toi Chloé, j'ai été instituteur quelques années mais je pleurais tous les jours À parce que Quito, hein, en Équateur. ouais, notamment Ouais. aussi, puis à Genève. Ouais. Et puis Juste. j'ai été travailleur social et puis finalement je suis venu à l'art par des circonstances toujours d'opportunités, puis de magie de la vie, du destin. Par qui le hasard des propose, rencontres c'est ça. et des occasions. Ouais, c'est très compliqué. Ouais, quand on remonte au battement d'ailes de papillon qui a commencé, qui donne des tempêtes d'amour dans nos vies, qui fait qu'on en est là où on en est, des fois ça fout le vertige. Moi, j'ai à l'époque, en 92, 93, je faisais de la musique pour les groupes de rap à Lyon. Ouais. Et puis j'essayais de coordonner un petit peu le mouvement hip-hop là-bas. Et puis il y a eu des accidents, j'ai perdu des proches qui sont morts, d'autres qui sont partis en hôpital psychiatrique et tout ça. Et donc du coup, je suis revenu à Genève. J'ai aidé un ami qui construisait un bar, on a fait une salle de concert. Après, on a fait tout un lieu qui s'appelait Artamis à l'époque, qui a vécu d'art, de musique, de joie, de rencontres, de performances artistiques, de manifestations culturelles multiples et variées, qui m'a mis un pied à l'étrier. Après, en payant des coups à des tas de gens, en offrant des coups à des tas de gens, il y a une compagnie de cirque qui m'a proposé un appartement dans un des squats les plus mythiques de Genève, Le Goulet, où j'ai Ouais. pu être responsable du lieu culturel et là aussi faire beaucoup de programmation. Et puis après, des communes de Genève, puis la ville de Genève m'a appelé pour faire de la programmation artistique. J'ai aussi ouvert des lieux de spectacle. Et puis à force de traîner avec tous ces artistes, j'ai fini par intégrer la compagnie de mes amis qui ont 3 points de suspension. Et pour nous, faire du spectacle, c'est pas pour faire de l'animation. On est vraiment dans une dimension salvatrice selon nous. Évidemment, c'est un peu prétentieux. Mais on imagine toujours que sur une salle de 200, 300, 400 personnes, il y aura peut-être 2 ou 3 personnes qu'on va spécialement toucher, qui vont être sauvées d'une manière ou d'une autre, qui vont peut-être quitter leur travail asservissant et pour aller faire quelque chose de plus nourrissant pour leur âme, pour leur vie. Et on essaie toujours de stimuler le public, on essaie toujours de donner un cadeau qui va rester au-delà du spectacle. De donner du sens, en fait. C'est du spectacle militant, en fait. Hein. T'es pas Alors, très loin de ce que je fais, finalement. De toute façon, on fait tous du Sur spectacle. le fond et puis sur la forme. On essaie tous de vendre nos valeurs humaines et de les faire valoir. Alors, je pense qu'il y a une vérité par personne, il n'y a pas de vérité absolue, et on a chacun une vérité qui est liée à notre environnement, à ce qu'on a vécu. On ne peut pas imposer vraiment et à nos sensibilités. sensibilités. Hein. Et on a très peu de marge d'ailleurs au niveau du libre arbitre pour décider de ce à quoi on croit et de nos choix. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que donc on se raconte chacun des histoires, et ce qui est bien, c'est de prendre le meilleur des histoires de chacun. Donc, moi, je me raconte pas forcément, enfin, j'ai peut-être pas la même approche que toi par rapport à se raconter des histoires. Moi, j'aime bien justement faire face aux événements et sans filtre, quoi, même si ça fait mal. Peut-être je romance un peu moins que toi ma vie, je sais pas, hein, c'est une hypothèse. Hein. Moi, je pars du principe que si j'avais vécu exactement la même vie que toi, avec les mêmes rencontres, les mêmes événements, les mêmes traumatismes, je penserais exactement comme toi. Et que chaque personne a une pensée qui est liée à son environnement, qu'elle n'a pas forcément... Donc en fait, on y est pour rien, quoi, c'est ça? Non, je pense que tout le monde a raison, ou alors tout le monde a tort. Non, mais je veux dire, avec mêmes configurations extérieures, on arrive aux mêmes conclusions malgré ce qui nous anime de l'intérieur, tu penses? Ça serait triste de penser qu'on y est pour rien dans le sens où voilà, on n'a pas notre mot à dire et qu'on n'a pas de choix à faire. Évidemment qu'on a des choix à faire, mais ces choix sont quand même conditionnés par ce qu'on a vécu et disons que d'être émancipé intellectuellement, émotionnellement, sentimentalement, culturellement, c'est une chance qu'on a. Je pense que c'est une chance que tu as aussi d'avoir accès à certaines... Tout à fait. Je pense que c'est la souffrance qui nous fait grandir, mais avec les mêmes événements, à mon avis, on peut devenir aussi bien toxicomane ou prostituée que être résilient et en faire quelque chose et devenir militant ou devenir Gandhi, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que toutes les voies sont possibles à partir des mêmes événements, tu vois. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis. Nous, on s'en est plus de bien sortis. On a toujours été dans un bain plus ou moins militant et engagé. Et puis vivant, disons. Hein. Nous, on est plutôt tourné vers la vie. Hein. La pensée positive et essayer de proposer des alternatives plutôt que critiquer et subir. Alors moi, mon alternative, c'est le spectacle dans le sens où, tu sais Chloé, une scène, c'est un espace, on va dire, de 10 mètres sur 10, où on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Sur papier, on peut se mettre à poil, on peut faire l'amour, on peut dire des trucs. Penser quelque chose, n'est-ce pas? On peut dire des trucs ainsi. Je vais pas beaucoup Je veux pas non plus développer. Je vais pas tourner un truc négatif. Mais sur une scène, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Alors que si Sauf certains. Il y en a qui se font censurer. Mais ils y arrivent quand même dans leur petit théâtre, dans leur tournée. On trouve toujours une petite cave qui peut nous accueillir pour nous entendre dire ce qu'on veut vraiment. Ouais. Alors,
pourquoi sur scène on pourrait fumer alors que si je me décale de 3 mètres, je prends une amende? Pourquoi sur scène je peux dire ce que je veux alors que dans le public ou dans des vidéos sur YouTube ou autre, on peut être censuré très vite? Ouais. Parce que déjà, il n'y a pas de policiers dans les salles de spectacle. Ça dépend. Encore Alors une pas dans fois, toutes, mais moi dans les Avec spectacles, Dodo, il y a des flics dans la salle en général. c'est ça. Mais en tout cas, j'essaye... Et toi, t'en as jamais eu en tout cas. J'en ai, ou en tout cas, je l'ai pas su. On a Tu fait l'as un pas spectacle su. sur la grande saga de la France-Afrique Oui, qui justement. dénonce pas mal des gens qui sont encore vivants. On a eu des Ouais. gens de la DGSE dans la salle. Ah, ils sont présentés? On a eu des petites questions. Non, on a eu des questions. On s'est renseigné sur les gens qui étaient là, sur leur nom, dans des réservations et tout ça. D'accord. Et pourquoi ces gens posaient autant de questions, qui restaient, qui prenaient toutes ces photos. Et pourquoi ils voulaient enregistrer, juste comme ça. Et puis du coup, on est tombé sur des... Mais bref, c'est anecdotique. En tout cas, évidemment, dès qu'on touche à des vérités qui sont pas inscrites dans les livres d'histoire, on se met toujours en danger. Mais l'idée, moi, je pense pas que c'est toujours fait à mal. Je pense que, par exemple, les historiens sont des écrivains qui essayent de Ils te pacifier racontent des histoires. essayer de pacifier les peuples et nous donner une version acceptable, parce que c'est vrai que si on met, j'ironise un petit peu, si on met la population au courant de ce qu'ont fait nos ancêtres et de pourquoi ils l'ont fait, je pense qu'on ferait que culpabiliser, être mal. Alors, Ou alors on changerait les choses. Et on enlèverait le pouvoir à ceux qui nous oppriment. C'est Et ça. qui Alors, oppriment les peuples qui ont les richesses et qui ont la force de travail. Comme exactement. le peuple d'Afrique. Alors, justement, nous, dans notre vie, Ouais. on a été liés à l'Afrique plus Ouais. d'une fois. On a Ouais. été vivre au village, Ouais. dans des familles africaines avec des Africains. Et moi, j'y suis retourné beaucoup de fois parce que pour moi, les vieux du village avaient des vérités qu'on n'entendait pas chez nous. Exactement. Et c'est vrai que toute la richesse de l'Occident est construite sur le pillage des colonies. Je veux dire, Voilà. avant la colonisation, Paris, Berlin, Bruxelles, Londres, c'est des terrains vagues, je dirais, rien du tout. Ben, on peut Et rien faire puis- pousser chez nous. Et Presque, puis, hein. et puis, il n'y a pas de matière première. Donc là, on a commencé C'est à coloniser l'Inde, quel que soit le prétexte moral, religieux, ça marche plus. Ou la ça guerre, tient tu plus sais, la pour la route. démocratie. Hein, n'oublie Voilà. pas, hein. Et donc on a même pas acheté les terrains à l'époque, on Non. a pris de force les terrains et leurs matières premières qu'ils contenaient, et on n'a jamais rendu ces terres. Donc déjà tout le tiers-monde est pauvre à cause de nous. Il faut savoir que la misère en Afrique a été créée par la colonisation. Avant, les gens avaient des tomates et puis Tout à fait. des carottes, du manioc, et puis et manger correctement. On a enlevé tout ça pour mettre notre café, notre cacao qui nous sert chaque matin. Voilà. Et puis, on a donc pillé toutes ces terres, on les a plantées, ce qui nous intéresse pour nous, tout à l'exportation, et puis on ne paye pas de rente, rien du tout pour ces terrains, on a pillé Non. tous les On les minerais. endette encore en plus. Hein. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de voler à l'Afrique ses richesses. On fabrique des choses qu'on essaie de lui revendre avec son propre matériel, Plus cher. et plus cher évidemment, Mhm. et on les a servis complètement sur le même principe que Monsanto. Et puis le plus grave, selon moi, c'est qu'on a détruit un progrès social, un progrès philosophique qui était très évolué, qui était même futuriste pour nous. Quand on parle du droit d'aînesse en Afrique, en Europe, on serait incapable d'appliquer ce droit d'aînesse, où en Afrique, chaque personne qui est plus âgée même d'un jour que nous est comme notre père, a les mêmes responsabilités, doit nous nourrir, de nous loger, de s'occuper de nous, et chaque personne qui a plus d'un jour de moins que nous doit être considérée comme notre fils, et on a pareil les mêmes responsabilités. C'est pour ça qu'en Afrique, il y a une cohésion sociale énorme, très impressionnante, qu'on a du mal à saisir nous ici, et qu'on a détruit en mettant des flics et de l'armée qui normalement ici sont payés par nos impôts. Ici, là-bas, les gens ne payent pas assez d'impôts, donc ça crée une police corrompue. On a créé des hôpitaux, tout un système, des tribunaux qui ont tué l'arbre à pas l'arbre, et toute cette cohésion sociale qu'il y avait au sein Sans du parler village. des traitements naturels hein, et de toutes les plantes qui étaient leur pharmacopée. Tout à fait. Donc on a détruit un progrès qui était beaucoup plus adapté à eux et beaucoup plus valorisant, pour leur imposer nos standards à nous, Ouais. mais sans leur en donner les moyens. C'est-à-dire qu'on leur a tapé dessus pendant 500 ans pour leur dire ce que vous faites c'est nul, ce que vous mangez c'est nul, comment vous vivez c'est nul, il faut faire comme nous. On leur a imposé ces standards avec du matériel qui brille, avec des tas d'habits et des chaussures en cuir. Avec la Et- dépendance au bien matériel, à Et l'argent. voilà, mais sans leur permettre d'accéder à ce confort qu'on leur impose dans leur standard. Donc maintenant, ils se tuent à Gibraltar, ils se tuent dans les mers du monde pour pouvoir atteindre cet Occident doré où l'argent pousse sur les arbres, et pour vivre enfin comme on leur a imposé. Donc évidemment, ce qui me fait rire, c'est que voilà, on a colonisé la moitié du monde, et puis après les gens se plaignent d'immigration, c'est bien rigolo, c'est tout un monde qu'on a détruit, à qui Alors, on a d'une imposé part- nos standards. D'une part, on leur a imposé nos standards économiques et on les a endettés, mais d'autre part, on leur a fait la guerre aussi et on En continue. plus, voilà. Donc on les déloge, on détruit leur lieu de vie, leur moyen de subsistance, Ouais. et on se plaint qu'ils viennent
chercher refuge en fait. Et en plus, quand on voit comment les pays africains ont été tracés au stylo, à la carte, à la règle, Oui. on a séparé les ethnies, c'est vraiment divisé Oui. pour mieux régner. On a vraiment essayé de faire des pays faibles. On a placé nos dictateurs qui faisaient leur étude à Paris. Et puis dès que des gens comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara veulent s'émanciper de l'Europe, ou même Kadhafi, Saddam Hussein, et puis exactement, ils sont morts très très vite dans des circonstances ou alors ils ont été combattus. Et donc du coup, on voit que l'Afrique, le combat contre la France-Afrique, c'est-à-dire cette France qui exploite complètement ses anciennes colonies africaines, encore aujourd'hui, de la même manière qu'à l'époque, c'est le même type d'esclavage. C'est pas fini, c'est encore très vivant. On l'a vu avec Sarkozy, évidemment, hein, toutes ces frasques. Et donc voilà, donc nous on essaie de faire des spectacles qui en parlent, qui parlent de comment ça se passe là-bas, que les guerres et que la misère là-bas est totalement commandité par ici. Et puis on essaie de... moi j'ai beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Je suis belge et français, donc c'est deux peuples qui ont beaucoup colonisé. Alors je sais que c'est pas moi, hein, c'est mes ancêtres, j'ai pas à répondre en leur nom, mais aucun président, aucun responsable politique s'est excusé en disant on s'est trompé, on a détruit beaucoup de choses, on s'excuse, ça aiderait beaucoup de gens. Il y a un complexe d'infériorité très violent dans le tiers-monde qui marche encore aujourd'hui. On est des bourreaux, et puis quand on va encore aujourd'hui en Afrique, on se fait accueillir comme des princes, comme des rois. Alors qu'on a été leur pire cauchemar. Alors qu'on a tout détruit chez eux et qu'on continue à... Voilà. Donc du coup, moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai beaucoup d'amis africains, comme tu sais. Et j'essaie de participer tant bien que mal à cet effort d'information sur ce qui s'est passé. Et ça sert à rien de dire que les colonies c'est fini depuis 50 ans, il ne faut plus qu'on en parle. Ça restera vivace pendant 5000 ans, on a tout détruit et les règles de ces colonies continuent évidemment. Y compris en Israël, hein, et en Palestine surtout. Voilà, et donc du coup, des tas de choses comme ça, dont on essaie de parler en spectacle, notamment sans avoir un ton trop moralisateur, toujours avec humour, avec des décalage. Donc en fait, vous poussez au paroxysme la caricature du blanc colonisateur pour faire se rendre compte les gens de l'absurdité de la situation. C'est-à-dire qu'avoir un discours moralisateur, dire faites pas ci, faites pas ça, ça ne marche pas. Il faut éprouver l'expérience. Et donc souvent, on a besoin dans le théâtre de rue, comme dans le théâtre, dans d'autres milieux artistiques, d'incarner le mal d'une façon avec le second degré caricatural, pour que les gens puissent le voir et développer leur propre esprit critique par rapport à ça et réagir par rapport aux propos et dire je ne suis pas d'accord, mais c'est vrai. Et c'est beaucoup plus efficace pour arriver à faire passer des valeurs humaines et puis et des convictions. Et il y a la pièce Looking for Paradise, pour un peu parler de pièces précises, de spectacles précis que tu as fait. Moi j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si les personnes qui nous regardent ont vu, et ça parlait de croyances en fait, et du monde qu'on se créait chacun sur la base de nos croyances. C'est ça, c'est-à-dire que les vérités qui nous entourent sont faites de nos croyances, et que si on a l'impression qu'on n'arrive pas à changer le monde, on peut changer nos croyances, et ça changera nos réalités. Effectivement. Comme je disais avant, selon moi, il n'y a pas de vérité absolue, il y a une vérité par personne, et même par seconde, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, on n'a que nos croyances et nos désirs. Et que du coup, nos croyances sont fondées sur des théories qui légitiment ces croyances, des théories intellectuelles, des théories éprouvées, ce qu'on nous a appris à l'école, ce que nos parents nous ont appris, ce que la vie nous a appris. Et que ce sont donc ces théories et cet apprentissage empirique qui va fonder nos croyances. Et que les croyances, c'est quelque chose qu'on peut changer, qui sont assez flexibles et qui sont mobiles. Et donc, c'est là-dessus que moi, j'essaye, à travers Looking for Paradise, effectivement, de dire aux gens, on peut réaliser tous nos rêves. Moi, je lutte contre le mot utopie. L'utopie, c'est un mot pour moi inventé par les gens de droite pour faire croire aux gens de gauche que leurs rêves sont impossibles. Si tu veux, si on te dit, parce qu'à chaque fois qu'on a une belle idée, un petit peu à gauche, on va dire, mais non, ça n'existe pas. Le partage équitable des richesses, se tenir, mais tu rêves, mais c'est de l'utopie. C'est de l'utopie. On laisse tomber. Alors, en fait, c'est de l'utopie. Donc, voilà, ce n'est pas possible. L'utopie, ça vient de l'île Utopia, c'est une île qui est inatteignable. C'est un paradis inatteignable. C'est un lieu qui n'existe pas, en fait, par définition, mais ça ne veut pas dire que ça n'existera jamais. Hein. C'est ça. Moi, je dis que ça n'existe peut-être pas maintenant. Mais je lutte contre ce mot parce que c'est un mot qui nous laisse penser que les choses sont impossibles. Et on n'utilise pas l'utopie quand des gens veulent construire des immeubles ou exploiter le tiers-monde. On ne dit pas c'est une utopie. Non, c'est réaliste. Voilà, ça c'est du réalisme, on appelle ça. Et donc nous on nous dit mais vous êtes idéaliste. Alors l'idéaliste c'est pareil, c'est pas pour quelqu'un qui veut exploiter les masses et puis vendre nous mettre des vaccins obligatoires ou des choses comme ça, ou nous vendre son produit. Non, idéaliste c'est ceux qui veulent un partage équitable des richesses,
de la culture juste pour les plantes et les animaux. Du respect des peuples, de la respect dignité pour tout le monde. Des peuples, un monde sans frontières, où on aurait Un monde plus ou sans moins, famine, un monde sans les mêmes guerre. conditions de vie partout. Alors ça, c'est idéaliste, c'est de l'utopie, Ouais, ce ça, n'est c'est pas pas possible. possible. Mais alors voilà, construire tous ces immeubles, ces entreprises, et que 3% du monde soit plus riche que les 97% restants, C'est ça. vivent avec plus de Ça, c'est richesse, normal. ça c'est normal, c'est Ça, du c'est- réalisme. Donc voilà, je lutte contre cette idée d'utopie et toutes ces phrases genre trop bon, trop con, qui me laissent penser que la Ah oui, gentillesse et très l'amour, important, cette c'est de la phrase. faiblesse. À démystifier cette Ouais, ouais. phrase. Ça, elle n'est pas vraie du tout. Chaque parent qui dit à son enfant trop bon, trop con, il fout sa vie en l'air. Exactement. C'est-à-dire que Ça veut dire que t'es gentil, tu deviens con. voilà, ça veut dire Il faut qu'il faut avoir- être méchant, il faut il faut rester se méchant, ça veut méfier, dire. il faut ne pas faire confiance, Voilà. il faut... Donc ça Il nous faut met les être- uns contre les autres tout le temps. C'est ça. Et donc, le spectacle, avec de la poésie et de l'humour, on arrive à parler d'amour et de partage et de liberté aussi. Disons que ça laisse un espace plus libre, justement, d'expression et de réalisation qu'on a de moins en moins dans notre vie de tous les jours, surtout en ce moment. Donc Exactement. moi, j'aimerais justement que tu nous parles un petit peu du week-end là, du 1er août dans lequel tu as organisé la programmation de ce qui s'est passé en ville de Genève. Alors, pendant le 1er août, normalement, c'est la fête nationale suisse, il faut Oui. savoir. Donc, il y a toujours une grande fête, notamment à Genève, comme dans Mhm. toutes les villes, où on va inviter des tas de fanfares, on va faire des cérémoniaux, et puis on va brûler des grands feux, des bûchers, et puis en réunissant la population de la ville. Et puis là, Covid oblige. J'oblige, ou On mesure ne pouvait politique on ne pouvait pas en fédérer prétextant des que Covid foules. oblige. Donc la mairie de Genève a imaginé une formule éclatée dans toute la ville où sur une dizaine de lieux, de parcs et de places publiques, on y mettait du spectacle et des arts vivants. Ouais, Donc, j'ai la liste. Et, Oui, donc, et donc, du coup, on a fait une programmation audacieuse avec, selon nous, des artistes avec des spectacles salvateurs qui nous donnent, qui nous rendent crédibles un autre univers. En fait, les artistes, pour moi, ils créent des univers qui n'existent pas. Ils Ouais. créent des univers possibles. C'est visiter l'infini des possibles, le spectacle. Et c'est utiliser de l'argent public, déguiser son rêve un peu en spectacle, et puis créer un univers suffisamment crédible pour qu'il soit palpable et pour qu'il soit éprouvable, j'ai envie de dire. L'idée du spectacle, c'est de créer un univers où les gens se disent « mais cet univers existe ». Parce que je l'ai senti avec Ouais. l'émotion, j'ai senti, des fois avec des artifices comme les décors, la musique et tout ça, on arrive à créer un vrai univers. Et dans un bon spectacle, des fois on a envie de partir avec les comédiens et se c'est dire ça. je veux rentrer dans ce monde. Des fois les comédiens, après ils vont dans leur chambre d'hôtel s'engueuler avec leur ex sur Ça, ils ne Facebook. le hein. savent pas, les gens. Mais, Mais ça crée une sorte d'égrégore, ça crée une sorte C'est ça. de vibration Et un- collective et un dans nouveau lequel on est paradigme. tous, en fait. Et, Ouais. et l'idée du spectacle, c'est de rendre ce nouveau paradigme, ce nouveau possible, suffisamment crédible et légitime. Pour que les gens Avec... prolongent après l'expérience. C'est ça. Alors nous, dans nos spectacles, on met de la science, on met de la manipulation inconscient, on met de l'hypnose, Comme dans on met des Squash. tas de choses, exactement, pour utiliser tous les outils qui sont à notre portée pour pouvoir toucher le plus Transformer, profondément. en fait, C'est ça. L'inconscient. Et rendre crédible notre démarche et puis l'inscrire vraiment dans la personne. Après, ça reste du théâtre. Et l'idée, c'est pas de manipuler la foule, c'est de créer des possibles la suffisamment rencontre. crédibles pour qu'elle puisse le pratiquer au quotidien et Et utiliser. l'incarner ensuite. C'est Et ça. semer des graines plus loin après. C'est ça. Moi, je voulais savoir si Jessica Harpin, qui a fait un spectacle d'acrobatie vélo et qui faisait un concours d'amour, a réussi à trouver son conjoint idéal, par exemple, au parc Gourgas samedi. Alors, alors dans les spectacles de tête de rue qu'on présente, comme celui de Jessica, on essaie d'interagir le plus intelligemment avec le public sans gêner le public, parce que le public, souvent, n'aime pas participer et on vient là pour consommer. Mais on essaye de le faire participer intelligemment et qu'il ait envie. Jessica Harpin est une artiste évidemment charmante, mais surtout talentueuse, très intelligente, avec énormément de techniques différentes. Elle est capable de chanter une chanson à l'envers. Enfin, bref, elle fait des tas de choses. Et elle parle cette langue, elle a été vivre un an avec les Inuits, enfin, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et elle utilise notamment certaines disciplines du cirque pour arriver à raconter une histoire. Et la rendre la plus belle, la plus merveilleuse possible. Et oui, dans le public, elle cherche l'amour de sa vie. Mais l'a-t-elle Et trouvé? normalement, Pas à encore. chaque date, elle trouve un amour Oh, de sa éphémère. vie. Alors, l'amour de sa vie, si on veut être un peu sérieux L'amour de là-dessus, 5 minutes, un peu. moi, non quand je parle qu'il n'y ait plus de croyances, d'idéologie, moi, je pense que notre sort à tous, c'est l'amour. L'amour envers l'amour fraternel, l'amour de son prochain, l'amour de son collègue, l'amour de la plante qui meurt dans son pot et le chef des amours, l'amour amoureux. Et donc, moi, j'ai toujours, comme tout le monde, j'espère, couru après l'amour de ma vie. Et j'ai toujours cherché partout. Alors, selon moi... Alors justement, moi, j'aimerais, justement, on en vient aux critères, les 4 critères Ah. majeurs, les 4 critères clés
qui te caractérise par rapport à la recherche de l'amour. Moi, ça me parle beaucoup. Je et travaille je pense beaucoup que ça avec va les vous intéresser jeunes, aussi. je suis intervenant scolaire aussi, Explique-nous et ça. puis je conseille Ouais. aux jeunes pour sortir avec quelqu'un, c'est-à-dire être en couple vraiment. Pour moi, je dis toujours que l'amour ne suffit pas. On a tous été follement amoureux Ouais. de gens des fois qui peuvent nous détruire, de gens mauvais aussi. Mhm. Euh, et donc du coup, selon moi, c'est Il y a 4 critères. Hein. 4 critères. Un peu Alors, truc, j'ai fait sur mes 4 phalanges. Vas-y. Il y a l'amour amoureux d'abord. Quand on est amoureux, c'est qu'on se pose pas la question. Déjà, c'est qu'on en est sûr, c'est le manque, c'est tout ça. Mais quand on se pose pas la question d'être amoureux, quand on en est persuadé, et quand le mot tellement et le mot évidence devient si beau et si grandiose, c'est qu'on est amoureux. Le deuxième critère, c'est la qualité humaine de la personne. Donc ça, c'est indépendant de l'amour qu'on Alors, lui porte. les 4 hein, critères c'est ça sont complètement indépendants. Indépendants les uns des On autres. peut aimer Ok. quelqu'un de merveilleux comme on peut aimer quelqu'un de détestable. On en a Oui. tous fait l'expérience. Tout à fait. Donc, le deuxième critère, c'est la qualité humaine de la personne. Il faut que la personne soit généreuse. Pour moi, les qualités reines sont gentillesse, c'est la Ouais. qualité reine. Ouais. Après, intégrité, c'est-à-dire être fidèle à soi-même, être intègre. Voilà. Après, la naïveté, la possibilité de renouveler son enthousiasme et son envie de découverte. Bon, des tas de qualités, évidemment, la sensibilité, la profondeur, l'honnêteté, etc. Mais voilà, donc que la qualité humaine de la personne. Après, la qualité du couple, là, c'est encore différent. On peut aimer quelqu'un de merveilleux et puis que le couple soit détestable ou de pas arriver à s'entendre, être en rapport de force. Donc, la qualité du couple, c'est se marrer, s'entendre, être d'accord, avoir envie de tout pour l'autre. C'est-à-dire que pour moi, le sens du couple, c'est ce rapport croisé d'intérêt. Je suis nul pour m'occuper de mon plaisir. Je m'aime pas, j'ai pas confiance en moi comme tout le monde. J'ai envie de mourir, je me trouve nul à tout point de vue. Donc je suis mauvais pour Ce qui m'occuper est de un moi. tort, à mon avis. On est toujours meilleur pour s'occuper des autres. Ouais, alors ça, je sais. Et donc, je sais bien que le couple n'est pas le lieu pour faire le psy, mais je veux dire, Non. quand on aime suffisamment, on a envie d'aller au-devant des besoins et des envies de l'autre. Ouais. Et l'autre, s'il nous aime, il doit aller au-devant de nos envies et de nos Je sais besoins. pas Donc, s'il doit, mais c'est quelque chose qui est naturel. en tout disons. cas, moi, je trouve que ça marche assez bien, ce rapport croisé d'intérêt. Je vais tout faire pour que l'autre soit heureux. Ouais, ouais. Lui, il va tout faire pour que moi, je sois En tout heureux. cas, on Donc, a il va, envie de donner. voilà, il va C'est veiller à sûr. mon bonheur, à mon plaisir. Moi, je vais veiller au sien avec ce regard extérieur qui va pouvoir... Et donc, du coup, ça, voilà. Donc, la qualité du couple, c'est avoir cette bienveillance-là, c'est cette volonté de rendre heureux l'autre, comme Ouais. ça, plus que nous. L'autre est plus important que nous. Alors, ouais. Ça, voilà. Là, tu parles de toi, mais après, je te donnerai C'est ça. mon point de vue par rapport à la question. Enfin bref, se barrer, être d'accord et puis avoir des projets ensemble. Et la quatrième, c'est ce que la personne fait de nous. On peut être avec quelqu'un qu'on aime à la folie, quelqu'un de merveilleux Ouais. dans un couple et on se marre et puis dépérir parce que pour des mille et une raisons. Par exemple, je suis sorti moi une fois avec quelqu'un d'extrêmement heureux, épanoui, émancipé. Ça te faisait de l'ombre quelque part Dans la distribution Tu te des sentais rôles, je me loin. trouvais dépressif, nul Ah, et ténébreux ouais. finalement. Et je D'accord. pouvais rien rajouter à son bonheur, je pouvais que le regarder Tu pouvais ou pas détruire. l'aider quelque part. Donc, t'es un peu sur le Bah syndrome ouais, du je sauveur crois que dans le parfois. Hein. couple, on a tous besoin de pouvoir compter pour le bonheur de l'autre et de pouvoir en tout cas y participer. Alors, y participer, certainement que tu participais quand même. Sûrement. Mais je pense que, tu Et vois, donc, être ce que toi, la- le ciel t'aidera, je pense que c'est bien d'être... Ça, c'est mon point de vue, hein, Ouais. mais je pense qu'on doit être déjà bien avec soi-même pour aimer l'autre, pour être Ouais. capable de donner à l'autre. On peut pas donner ce qu'on n'a pas, à mon avis. Et Tout à fait. la thérapie, je pense que c'est pas forcément le lieu du... Enfin, le couple n'est pas forcément un lieu pour se Non, en thérapiser tout l'un cas, un l'autre. soutien, en tout cas, Mais, ouais. qu'on soit là l'un pour l'autre. En tout Ouais. cas, ce que la personne fait de nous, est-ce qu'elle nous rend créatifs, est-ce qu'elle nous rend Oui, joyeux, est-ce qu'on se sent bien, parce qu'on est heureux quand on est-ce est en qu'on présence de heureux, l'autre. est-ce que cette personne va nous stimuler intellectuellement, Tout à fait. etc. Ouais. Et donc voilà, c'est ces 4 points. Amour, qualité humaine de la personne, qualité du couple et ce que comment la je me personne sens fait de avec nous. l'autre. C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais. Et à terme de cette relation, comment on devient, Mhm. est-ce qu'on devient irritable, est-ce qu'on devient quelqu'un de l'écoute, généreux, enfin, voilà. Et donc, c'est ces 4 critères. Et pour moi, quand il y a les 4 critères, c'est banco. On peut y aller, alors, t'en es on où peut demander au Par mariage. rapport à ces 4 critères, là, si c'est j'ai pas indiscret. trouvé quelqu'un dernièrement qui répond à ces 4 Bonjour critères. Alice. C'est ce qui avait c'est l'avantage du confinement, c'est pouvoir prendre un peu de recul, se reposer 2 secondes et savoir qu'est-ce qu'on veut et puis prendre le temps aussi de rencontrer, de dialoguer avec les gens qui nous intéressent. Donc le confinement, t'as plutôt réussi. Le si je confinement t'écoute. m'a plutôt réussi. C'était une période bizarre pour tout le monde. Ouais. On se pose évidemment plein de questions. Ouais, je sais c'est que tu t'en sûr. poses plus que moi. Non, je pense que tu t'en poses aussi. Mais on s'en disons pose qu'on n'en a tous, pas fait tout heureusement. à fait les mêmes choses. Mais justement, pour revenir à la fête, au fait du 1er août, tous ces masques et tout ça, ça vous a pas déstabilisé? Oui, notamment que j'avais des artistes qui ne voulaient pas jouer devant des publics masqués parce que déjà Voilà. on n'a pas l'expression du visage, on n'a On n'a rien, pas les sourires. on n'a pas les sourires, il y a Ouais. énormément de choses qui passent dans le visage Ah oui. et pas seulement dans les yeux, donc c'est très Ouais. difficile pour les comédiens d'être stimulés par un public
de robots comme ça. Oui. Et puis en plus, évidemment, on n'est pas tous d'accord sur l'emploi des masques. Il faut savoir que, par exemple, pendant le week-end du 1er août, en Suisse, un scandale a éclaté. Il paraîtrait que une institution de l'État s'est complètement trompée. L'OFSP, par rapport à la transmission transmission du... Voilà. Désolé, hein, ici il paraît qu'en fait, la maladie ne se transmet pas en boîte de nuit, mais dans les familles. Dans les spectacles, mais plutôt dans les familles, voilà, en confinement. Voilà. Et donc, du coup, j'ai notamment, par exemple, un artiste qui s'appelle Didier Super, qui refuse de jouer devant un public masqué, qui milite aussi contre le port des masques. J'ai vu une vidéo à lui, très donc, bien. Du coup, voilà. Nous, on travaillait pour la ville de Genève, on devait jouer le jeu parce qu'autrement, la manifestation se faisait pas. Il y a des restrictions donc du médecin cantonal qui nous dit vous ne pouvez faire la manif que sous ces restrictions et ces contraintes-là. Okay. Et quand la mairie de Genève t'appelle pour réaliser une manifestation, tu essaies quand même de filer droit et de faire comme on dit, mais de toute façon, c'était très difficile pour le public, pour nous tous, de porter ces masques. On s'y contraint parce que malheureusement, c'est la loi et comme on sait, les lois ne sont pas toujours justes ou équitables. Sur des principes les lois essaient de pacifier les populations d'une manière ou d'une autre. Pas toujours, parfois c'est pour d'autres dessins, disons. Hein. Mais voilà, on doit se fier aux lois qui ne sont pas toujours garantes de l'épanouissement des populations de chacun et de tous en particulier. Oui, absolument. Quel est ton agenda là maintenant? Alors, quand on travaille dans le milieu artistique, on travaille tout le temps. C'est-à-dire que le haut de l'iceberg que les gens voient, c'est le spectacle. Le spectacle, pour vous donner des pourcentages, c'est 2% de notre travail. Les représentations. Voilà. Ouais. On a énormément de travail de création. Là, je suis dans une semaine de résidence de création avec mon groupe de musique, qui est plutôt un spectacle. Qui s'appelle Tout de suite. Hein. Ouais. On doit donc écrire des chansons qui vont être le support artistique de notre spectacle. On doit créer de la mise en scène, des costumes, des effets. Il doit y avoir de l'humour, de la profondeur. Ça doit être engagé, ça doit être juste. Ça doit être merveilleux, plus beau que la vie. On va aller prendre en otage les gens pendant 1 heure ou 2 de leur vie. Il faut que ça soit meilleur que n'importe quoi d'autre que la vie aurait pu leur proposer. Et donc, du coup, il y a déjà 1 milliard de spectacles. On ne va pas en rajouter un spectacle de plus. Si on fait un nouveau spectacle dans ce monde de spectacles, c'est qu'il faut qu'il soit génial, magique. Il faut qu'il sauve des gens. Il faut qu'il apporte quelque chose de nouveau. Il faut qu'il puisse proposer une alternative, un nouveau possible. Il faut vraiment que ça serve à quelque chose. Souvent, on utilise des fois, d'ailleurs, de l'argent public. Pas dans cette formation-là où je travaille cette semaine, mais dans d'autres formations. Et donc, il faut pouvoir le justifier en rendant un vrai service à la population. Moi, j'ai dans l'idée d'une société de service où on ne fait que se rendre des services. Mmh. Et donc, le spectacle, c'est le seul jeu des adultes, c'est le seul lieu du merveilleux. C'est un univers salutaire qui va permettre à des gens de tenir. Ouais. Notre propre mère, tu n'es pas sans savoir qu'elle vit seule et qu'elle ne tient parce qu'elle va... Grâce au spectacle, elle va avoir des spectacles tous les jours. Ouais, tout à fait. Et elle rentre tous les jours, je ne savais pas, par contre. Tous les jours, et les jours où il n'y a pas de pièce de théâtre qu'elle n'a pas vue, elle va au cinéma. Ouais, ok. Et des fois, le spectacle, c'est plus beau que la vie. En tout cas, ça peut nous tirer vers le haut et ça peut nous donner de nouvelles idées. Ça peut nous inspirer, ça peut nous donner de la force. Les artistes ont toujours été précurseurs et ont toujours guidé les politiques comme les peuples dans de nouvelles idées, de nouvelles perspectives plus intelligentes. Donc alors, ce que tu prépares là, c'est un spectacle ou c'est de la musique? C'est un spectacle qui parle d'amour. Là, en l'occurrence, cette semaine, je travaille avec donc ce groupe de musique tout de suite, avec Manon Querel, qui est une artiste qui a créé cette formation. À la base, c'était pour avoir un discours un peu, c'était le début du féminisme de masse, je parle il y a 15-20 ans, évidemment. Le féminisme date d'il y a bien plus longtemps, il y a eu des énormes efforts dans les années 60-70, évidemment, mais cette formation veut avoir un discours sur l'amour et un discours aussi sur la sexualité, un discours féminin, avec la pensée typiquement féminine et là, le point de vue féminin, plus ou moins. Alors maintenant, on arrive dans des périodes où on est plutôt gender, où les genres se mélangent, et on aime bien aussi maintenant confondre les genres et puis... Vous faites ça, vous mettez ça dans les chansons? Ouais, maintenant, moi, je vais chanter des chansons qui sont écrites pour une fille, elle va chanter des chansons écrites pour les garçons, et on va essayer de mélanger tout ça. Mais le but, c'est de parler aussi avec finesse et subtilité de ces 2 millions d'oppressions féminines. Et souvent, le féminisme est acquis dans les têtes, mais pas encore dans les faits. Moi, j'ai encore même des amis à moi qui se comportent... comme des machos qui mettent les pieds sous la table. Je vois encore autour de moi beaucoup de femmes qui s'occupent à plus de 50%
des tâches ménagères ou des enfants qui gagnent encore moins que leurs conjoints pour les voilà et que c'est pas du tout acquis du tout. Donc je pense qu'on est dans la période de l'histoire de la révolution féministe. Donc il faut jouer le jeu, il faut tous dans nos boulots, dans nos comportements qu'on ait un discours militant à ce niveau-là et que il y a beaucoup de populations opprimées dans le monde, que ce soit plein de populations marginalisées, mais les femmes, c'est une population majoritaire sur la Terre. C'est un rare exemple d'une population majoritaire qui est opprimée. Et puis nous, moi, en tant qu'homme cis, blanc, hétéro, je porte aussi beaucoup de culpabilité à ce niveau-là et qu'on doit tous, nous, les hommes, maintenant faire des efforts, et énormément d'efforts. Parce que la culture, c'est une force d'inertie très puissante. C'est 2 millions d'années d'habitude, ça ne se change pas comme ça. Et puis, on se rend compte que même moi, derrière mon discours militant, j'ai encore beaucoup de défauts, encore beaucoup de sales habitudes. Bon, t'es quand même le mec le moins macho que je connaisse. Hein. Ah ouais, mais il y a beaucoup mieux que moi. Souvent, on parle de la culture, c'est rigolo, parce que la culture, c'est le mot, un petit peu le référentiel pour parler d'art. La culture, ça n'a rien à voir avec l'art. La culture, c'est comment on se lave les dents. C'est comment on parle à notre conjoint. C'est comment on s'habille, comment on conduit une voiture. C'est ça, la culture. L'art, c'est une alternative, c'est un nouveau possible. C'est le contraire de la culture, l'art. Carrément. La culture, selon il n'y a pas une culture, déjà, c'est complètement facho de dire ça. La culture, ministre de la culture, c'est complètement taré de ça. C'est les cultures. La culture, ça n'existe que sous Mussolini, sous Hitler ou sous Staline. La culture, ça n'existe pas. C'est les cultures. Et quand on parle de la culture, si on prend la définition du mot culture, c'est comment on vit, nos habitudes, l'inertie, notre culture, c'est comment on fait pour cuire des carottes. C'est ça notre culture. L'art, ça n'a rien à voir, c'est comment on pourrait faire pour cuire des carottes. Donc du coup, la culture et l'art s'opposent. C'est pour ça que je suis toujours étonné que pour l'art, on utilise le mot culture comme si l'art, c'était quelque chose pour les drogués, ou quelque chose qui était sale un peu, qui traîne dans les caves. Donc moi, je parle plutôt d'art que de culture, je ne comprends pas ce mot. Donc toi, t'es dans l'art plutôt que dans la culture? Oui, ceux qui sont dans la culture, c'est la tradition, c'est le fascisme, la culture. C'est comment nos ancêtres ont fait, comment on fait, sans réfléchir nos actes et nos... Sans remettre en question, en fait. C'est ça. La culture, la tradition, des fois, c'est ça aussi. C'est les zones de confort qui ont perduré pendant des années et qui permettent de survivre au sein de la famille, au sein du groupe. C'est ça. Et l'instinct de survie n'est pas forcément quelque chose de très bioéquitable et éco-responsable. C'est souvent quelque chose de très égoïste. C'est des termes un peu galvaudés par le Non, mais des fois, si on écoute notre instinct de survie, on a envie de s'isoler, d'être égoïste, de ne pas partager ou de faire du mal. Et je crois qu'il faut écouter quelque chose de plus romantique et de plus sensible en nous. Et notre intelligence et notre envie de monde meilleur, il faut y croire, il faut sans arrêt se battre pour essayer de construire de nouvelles réalités, de nouvelles vérités qui ne nuisent pas à autrui, que ce soit des plantes, des êtres humains, des animaux. Le plus bienveillant et le moins destructeur possible. En fait, c'est ça, et le moins. Et pour ça, il faut sortir de cet ethnocentrisme, cet anthropocentrisme qui place toujours l'être humain avant tout. Et c'est marrant. Et rendons-nous compte. Mais c'est marrant, ça se voit par les frères et sœurs, ça fait plusieurs fois que sur les mêmes mots. On dit les mêmes choses en même temps. Je crois effectivement qu'on fait partie de la nature, mais que tout est nature. Enfin, tout ce qui est vivant est nature. Et qu'on a juste une partie de ce grand vivant. Ah ben moi-même, je me dis, par exemple, moi, je n'utilise pas de savon, quasiment pas de savon, ni de shampoing. C'est-à-dire que moi, j'estime que mon corps, c'est pas moi. Mon corps, il sait faire des ongles, il sait faire des cheveux, il sait faire du sang, il sait faire des crottes, il sait faire des globules blancs, de la croûte. Moi, je sais absolument pas. Moi, si tu me donnes des acides aminés, je peux pas faire un cheveu, je peux pas faire un ongle. Non, effectivement. Je peux pas faire des globules blancs. Donc, mon corps, selon moi, il est supérieur à moi. Je suis une toute petite partie de mon corps. Parce que tu penses être, parce que ta réflexion, ta conscience, c'est pas ton corps. Le corps, c'est bien plus complexe. Alors, moi, j'estime pas que je suis quelque chose. Je pense qu'on est tout et son inverse. Il doit y avoir 12 personnes à l'intérieur de moi. Un romantique, un pervers, un généreux, un égoïste, un gentil, un salaud. On a toutes les qualités, tous les défauts. Ce sont des curseurs qu'on pousse selon la vision qu'on a de nous, selon la vision que les autres ont de nous. Mais je pense qu'on peut être tout et son inverse. Et moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Je vais pas me dire je suis foncièrement mauvais. Il y a une partie de moi qui s'est exprimée, que j'ai pas écouté peut-être et tout ça. Je pense qu'on a beaucoup de parties à l'intérieur de nous et que c'est dur de se dire je suis quelque chose. Mais je suis l'ensemble de tout ça. C'est ça. En fait. Mais en tout cas, je suis pas mon corps. Et donc, je vais pas lui enlever la belle graisse protectrice qui fait complètement adaptée toutes les bactéries qui nous protègent et qu'on nous demande d'enlever avec je vais pas l'enlever pour mettre des produits fabriqués par les industries pharmaceutiques et tout ça. Ça, c'est sûr que je fais plus confiance à mon corps qu'aux industries pharmaceutiques. Donc, j'essaie de me limiter évidemment aux médicaments. J'ai déjà pris quelques antidouleurs quand j'ai mal aux dents, mais autrement, je prends pas de médicaments, je prends pas de savon, j'utilise pas ce que l'industrie fait quand il s'agit de mon corps qui est bien plus intelligent que moi et que l'humanité. J'applique ça à tout. Je serais même,
j'entends pas beaucoup de discours, mais même les carottes et tomates, j'ai pas trop envie de les bouffer. Je veux dire, j'aimerais bien que la carotte, elle vive sa vie de carotte et sa vieillesse de Mais carotte. tu peux lui demander si elle est d'accord que tu la manges. Parfois, elle peut donner son consentement. C'est ça. Certaines personnes font ça. Ah, mais non, mais nous, comme tu sais, on a des expériences où on fait écouter du jazz aux salades, Ah oui, c'est vrai. on emmène nos carottes au cinéma, nous, on emmène nos tomates et nos yaourts au théâtre pour les charger en émotion. Ouais, Moi, je chante des chansons d'amour à de l'eau pour faire de l'eau sentimentale. Absolument. On fait écouter, on a des chèvres à qui on fait écouter du reggae, à qui on fait écouter du Jacques Brel et des slows des années 80 pour changer la qualité du lait. Ouais. Ben, on arrive à changer la qualité du lait et sûr. le goût des fromages en faisant écouter. C'est les chèvres, et ce sont les chèvres hein, qui choisissent leur musique. C'est-à-dire qu'on a des bergeries, 4 salles, 4 ambiances. Et ce sont les chèvres qui vont choisir leur musique vers la salle qui préférée. leur plaît. D'accord. Et les animaux adorent la musique. C'est où que tu fais ça? Avec les chèvriers de Régnier en Haute-Savoie. Tu fais une ferme, des petites excursions des avec expériences, musique, mais même avec en fait on fait des transhumances, donc on met au berger des haut-parleurs sans fil et les chèvres suivent. On a vu des vidéos, par exemple des vaches qui adorent le trombone, on sait que les éléphants adorent le piano, et je peux te dire que les chèvres adorent le reggae. C'est souvent alors il y a des scoops ce soir. reggae qui est le plus suivi. Plein de choses. On arrive à avoir un lait des fois plus onctueux, avec plus de sucre, avec plus de mais sel. si on prend plus de lait d'animal, par exemple pour le lait de noix de cajou, on fait comment? Ça marche pareil? On peut charger partout où il y a de la vie. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quelle matière vivante où il y a de l'eau peut être chargée, mais même un mur. On dit souvent les murs, ils ont aussi un cœur. Tu sais, Chloé, ce mur-là. Ce mur-là. Alors là, attendez, je vais juste vous montrer. Il y a des cœurs. Hein. Il y a des cœurs, il y a plein de petits cœurs. Alors, mais être couvert de cœur, c'est pas pareil qu'avoir un cœur. Tu dis que ce mur a un cœur. Oui, alors, bon, c'était un petit détail. Là, on travaille sur les expériences. Je ne pourrais pas être trop embêté avec ça, mais rapidement. Le béton est fait avec du ciment. Le ciment est fait à base de silicium. Le silicium, 80% de silicium quand même, notamment dans le sable. Et le silicium, c'est un quartz qu'on vend en cinquantenaire dépressif. C'est un genre de quartz qui se charge de l'émotion dont on le... qui diffuse l'émotion dont on le charge. Voilà. Si par exemple, vous tenez du silicium dans votre main et vous êtes en dépression nerveuse, le silicium, après, va fonctionner comme un bouillon chlore émotionnel et va diffuser cette dépression. Et donc, du coup, vous êtes tous allés dans une vieille maison où on se sent bien parce que les gens ont été heureux, ou au contraire, on se sent oppressé parce qu'il y a eu un mort dans la cave et machin. On ne le sait pas, on le sent. Et les architectes le disent, évidemment, les murs se chargent de l'émotion. Donc, nous, on va proposer sur du bâti neuf, on va charger artificiellement les murs en émotion. On demande aux gens qu'est-ce que vous voulez comme ambiance dans la chambre des enfants. On va mettre du Roy Dess, on va mettre du Petit Prince. On va éprouver nous-mêmes l'émotion. L'émotion va rebondir sur nous et s'inscrire dans les murs. On peut vraiment avoir des murs qui nous ressemblent, avoir une discussion introspective avec un mur porteur, s'envoler avec son escalier. L'idée, c'est d'avoir un environnement qui nous ressemble et de faire du lien entre le matériau, la fonction du bâti et le bâti lui-même, d'arriver par exemple, pourquoi pas à faire des palais de justice avec du Bertolt Brecht où les murs seront imprégnés de cette justice sociale qui va après ça ne changerait, imprégner les jurés et puis voilà. Donc pourquoi pas moi je vous dis, hein, ne mettez plus vos légumes au frigo, dormez avec vos légumes, faites-leur des câlins, vous allez voir. Au moins ils seront bons quand même. Ambiance ratatouille le matin. Ratatouille. Mais après vous faites une bonne salade, vous allez voir les légumes avec lesquels vous avez dormi, que vous avez chéri. Vous les faites manger aux copains, le lendemain vous allez voir tout le monde a les larmes aux yeux, ils ont envie de faire du karaoké, les mecs commencent à sortir les jeux de société. On peut charger notre environnement d'émotions et c'est aussi là-dessus que je travaille, mais ça c'est encore une autre histoire que les spectacles. Et puis, est-ce que tu connais le spectacle Samadhi, je sais pas comment on dit, de Sarah Marcus qui aura lieu donc du 24 septembre au 18 octobre. Alors c'est une création, je l'ai pas encore vue. Alors c'est tout un thème, il y a un projet avec une pièce de théâtre qui s'appelle L'Invisible Chemin et tous les week-ends il y aura des ateliers, des conférences avec notamment Jean-Dominique Michel, Irène Grosjean, Corinne Sombrin. Du beau monde. Que des belles personnes et c'est justement une élève, enfin pas une élève, quelqu'un que tu as embauché, Sarah Marcus, fut un temps. Ouais, je l'ai programmé, on reste très horizontal. Qui fait cet événement donc en septembre et je me disais que peut-être tu allais y faire un tour parce que je ça ne peux pas encore correspondrait. trop en parler, mais je sais que cet artiste c'est quelqu'un de très pluridisciplinaire, c'est ça. Il travaille beaucoup sur l'humanité, sur ce qui peut nous toucher, sur ce qui peut nous lier, nous fédérer, ce qui peut nous transcender aussi. C'est quelqu'un qui travaille avec la musique, avec les matières, avec la danse, avec les arts plastiques, avec des tas de médias. Et elle essaie d'avoir un maximum d'outils pour essayer évidemment de toucher au plus profond. Et elle veut par exemple avec ce projet faire que Genève, capitale de la paix mondiale, soit non seulement écrit sur les panneaux d'autoroute, mais s'incarne aussi dans les faits. Donc moi je pense que j'irai à son spectacle. Je pense aussi. Que penses-tu, juste pour finir, après on va s'arrêter là, parce que je trouve que c'était déjà très très riche notre conversation.
de l'application de traçage. Je passe un peu du coq à l'âne, mais comme tu sais, moi je fais signer le référendum contre l'application Suisse Covid pour qu'on puisse se prononcer, pour que le peuple puisse donner son avis sur cette application. Est-ce que toi tu as déjà signé le référendum? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors du coup, on a tous en tête 1984, George Orwell et toutes ces choses qui nous font extrêmement peur. Je ne crois pas que la population pourrait plonger là-dedans avec aussi la Deuxième Guerre mondiale et tas de choses. On sait que ce traçage est extrêmement dangereux, qui peut être utilisé à des fins vraiment extrêmement destructrices et on n'oserait pas mettre de tels outils dans les mains des politiciens parce que les politiciens sont malheureusement pas le meilleur de l'humanité. Toi qui as fait un peu de politique, tu sais qu'il faut beaucoup jouer des coups. Alors, j'ai pas fait de la politique, mais disons que je fais de la politique au quotidien, la politique citoyenne, et tu sais que... dans le sens étymologique du terme, mais effectivement, les politiciens qui, à mon avis, ne font pas de politique, mais plutôt qui pratiquent l'opportunisme pour la plupart, ne sont pas souvent en faveur de l'intérêt général de la population. Et les gens de toute façon qui recherchent le pouvoir, qui veulent avoir du pouvoir sur des centaines, des milliers, des millions de personnes, ça ne peut pas être des gens sains. On a déjà eu tous des responsabilités, on sait que déjà qu'on est responsable d'une famille, qu'on est responsable d'un groupe de 10 ou 20 personnes, c'est déjà l'angoisse, on dort plus, on a la colique à l'année. Donc pour avoir envie d'être responsable de millions de personnes et leur imposer des choix et leur dire ce qui est juste ou pas juste, il faut avoir de graves problèmes psychologiques. Disons que si c'est ça, c'est ce que les politiciens nous présentent. Mais par exemple, moi, mon idée de la politique, c'est de redonner vraiment le pouvoir au peuple, de développer le tirage au sort, de pouvoir révoquer des personnes qu'on a élues, de donner des mandats impératifs aux personnes qui sont en charge et ne pas leur donner les pleins pouvoirs, justement. Ouais. Mais toi comme moi, on a essayé de rentrer dans ces sphères politiques et on a vu que c'est beaucoup de rapports de force, beaucoup de conflits de personnes. Oui, tout à fait. Et que du coup, ceux qui arrivent à passer outre tout ça et à écraser leur propre colère pour faire valoir leur idée... c'est pas ce qu'on aime. Hein. Non, c'est pas ce qu'on aime, mais il ne reste pas beaucoup d'humanité à la fin, une fois que ces gens sont arrivés dans des sphères comme ça de nationales, de notoriété internationale. Il ne reste pas grand-chose de leur conviction et de leur intégrité, malheureusement. Pour arriver dans ces sphères-là, il faut faire énormément de com, il faut tricher, il faut mentir, il faut avoir un discours très consensuel, très politiquement correct. Et on ne peut plus faire valoir une idée originale ou de poser des questions Moi, je dirais, on peut, mais j'ai l'impression que par souci d'intégration dans un groupe, ces gens-là s'y refusent. C'est ça. Je pense qu'il y a une pression sociale qui font qu'ils se conforment à ce qui se fait. Et ils n'osent pas se démarquer en étant justement intègres, en dénonçant ce qui ne va pas et en allant vraiment vers une politique au service du peuple, quoi. Après, si on regarde dans l'histoire, tous les gens qui ont un peu dénoncé, qui ont essayé de s'émanciper de ces sphères politiques corrompues de toute façon, qui est le principe en fait même des sociétés capitalistes, sont tous morts. Oui, c'est sûr qu'il faut être courageux. Hein. Tous mes héros, ils ont dirigé avec un suicide assisté. 1, 2, 3 ans, 4 ans, ils sont toujours été assassinés de mort naturelle, comme je dis. Assassinés de mort naturelle. Et donc, du coup, ça donne pas envie. Si on veut sauver le monde ou essayer de faire entendre sa pensée, c'est souvent au sacrifice de sa vie, en tout cas au sacrifice de sa vie familiale, de sa vie professionnelle. Et il faut beaucoup de courage que tu as, toi, Chloé, que moi, j'ai pas forcément. Je fais partie des jeunesses communistes en son temps, de l'UNFID. On a essayé de faire bouger beaucoup des choses. Bien. Et puis, me confronter toujours Si tu veux, je pense qu'il y a deux grosses sensibilités. Je suis très manichéen, mais je pense qu'il y a des gens de droite qui pensent que la compétition et la croissance et se mettre les uns contre les autres va stimuler le progrès et c'est une forme de liberté. Je ne veux pas aider l'autre, je veux pas que l'autre m'aide, je suis seul, on est seul, on meurt seul. Et puis il y a les gens de gauche qui pensent qu'il vaut mieux partager et qu'il vaut mieux construire ensemble. Et ces deux sensibilités ne pourront jamais fonctionner ensemble. Je pense que les gens de droite nous empêchent de réaliser nos rèves, Chloé. Mais nous aussi, on les empêche un petit peu de réaliser le leur. C'est pour ça que moi je pense qu'on devrait se mettre ensemble sur des socles communs, des socles pas forcément de décision, mais de manière de décider, par exemple. Ouais. Tu vois ce que mais c'est là que moi j'y crois plus et que je suis devenu, je crois, à force un peu communautariste. Moi je rêve qu'on enlève toutes les frontières. Les frontières, c'est complètement immoral. Les feuilles mortes passent les frontières, les scarabées, la pollution, les nuages, je veux dire, le moindre insecte passe les frontières, mais pas les pauvres. Non, pas le nuage de Tchernobyl. Non, sauf le nuage de Tchernobyl. Voilà. Évidemment qui s'est arrêté à la frontière allemande. Franco.
avant, les frontières, ça servait au protectionnisme. Mais maintenant, avec les accords de libre-échange, les matériels, les objets de consommation traversent ces frontières, tous les biens marchands traversent ces frontières sans aucun souci. Mais est-ce qu'on a envie de ça? On n'a pas envie de Moi, ça. par exemple, le libre-échange, c'est un peu mon ennemi quand même. Je sais, mais malheureusement, la seule chose qui passe plus les frontières maintenant, c'est les pauvres, les noirs et les arabes. Ah oui, les gens non. Donc moi, j'ai des amis noirs et arabes qui se disent qu'ils valent moins qu'une feuille morte ou moins qu'un scarabée, vu que le scarabée peut passer. Donc on va empêcher l'immigration naturelle des peuples qui sont toujours faits sur la terre. Bien sûr. On va piller les pauvres et leurs matières premières, et après on va les empêcher à ces pauvres de venir récupérer le confort auquel ils ont droit, qui est le leur à la base. Hein. Et donc du coup, moi je serais pour faire sauter ces frontières, ce qui mettrait la valeur travail, enfin le salaire pareil partout, les prix seraient les mêmes partout, et après on construirait un monde suivant nos sensibilités. Et ben moi, je ne veux plus je veux plus me confronter aux gens de droite, j'ai plus le courage, j'ai plus la pêche de les convaincre, j'arriverai pas à les convaincre, et puis ils vont me rendre triste, je vais les rendre tristes. Moi je veux vivre. Tu veux qu'on divorce en fait, c'est ça? Et des fois, chacun vit en bonne intelligence, chacun de son côté. Je sais que c'est moche, mais j'ai perdu énormément d'énergie à essayer de convaincre. Et des fois, j'ai envie de craquer, j'ai envie de vivre avec des gens comme moi, qui pensent comme moi, et pour qu'on puisse aller plus vite, qu'on puisse aller plus loin. Je sais que c'est la base du fascisme. Non, c'est pas la base du fascisme de se mettre avec des personnes qui te portent et qui sont bienveillantes. Normalement, il faut arriver à s'enrichir des différences. Le but, c'est d'être arriver à partager nos différences. Mais on passe tellement de temps à essayer de confronter nos différences que des fois. Non, mais il y a aussi quelque chose, c'est que il y a des personnes avec qui on peut être différent et être bienveillant l'un envers l'autre et se respecter. Et il y a des personnes qui ne respectent pas nos différences ou dont on ne respecte pas les différences. Ça, c'est deux choses différentes, tu vois. Mais si tu veux, nous, quand on est né dans les années 80, on nous parlait Un peu avant. Ouais. On nous parlait de tolérance. Il fallait tolérer. Ce mot est très sale. La tolérance, ça veut dire je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu fais, ce que tu penses. Je trouve même que c'est très dangereux, mais je te laisse faire. Je pense que tu détruis la planète, que ce que tu fais est extrêmement mauvais, mais vas-y, amuse-toi. Voilà, ça c'est la tolérance. Moi, je suis plus très tolérant. Dans les années 90, les années 2000, après, on a parlé d'indignation. L'indignation, c'est le contraire de la tolérance. C'est-à-dire, je trouve que ça, c'est très dangereux, que c'est mauvais, selon mon point de vue, même si c'est pas le tien, et j'aimerais que tu arrêtes. Comme ça. Voilà, et ça c'est s'indigner et ne plus être d'accord. Et c'est vrai que suivant notre période dans la vie, peut-être notre cycle hormonal, suivant si j'ai mes règles ou pas, eh ben j'ai plus envie de tolérer. Tolérer, c'est un mot qui m'a l'air finalement très sale. Tolérer, ça veut dire que je laisse faire quelque chose avec lequel je suis pas du tout d'accord. Et j'ai l'impression que si je suis pas du tout d'accord avec quelqu'un, même si je dis pas que j'ai une vérité absolue, hein, c'est mon point de vue, mais en tout cas moi ça me gâche ma vie. Mais si tu tolères, par exemple, tu as une voiture, tu tolères pas les vélos qui te coupent la route, tu vas quand même pas les écraser, tu vas quand même les laisser vivre. Ouf, cette pensée est loin de moi. Oui, je sais bien, c'est un exemple complètement loufoque. Et c'est juste pour donner, pour montrer le... Bah, par exemple, si je suis à vélo, on va prendre plutôt l'inverse, c'est pour le genre. Si je suis à vélo et que je vois cette voiture qui pollue avec une personne seule dans la voiture, qui fait des trajets qu'il pourrait faire en transport en commun, avec un masque qu'il pourrait faire en vélo, cette pollution, ça rentre dans mes poumons, ça va faire que mes enfants sont peut-être moins solides ou asthmatiques, ça va tuer donc, qu'est-ce que tu fais l'environnement autour de moi. J'ai envie de jeter la voiture à la flotte. En tout cas, je vais tout faire à travers les possibilités qui me sont données par la démocratie directe en Suisse ou par le militantisme au quotidien autour de moi pour lutter contre cet état de fait, contre la voiture. À mon avis, de toute façon, il nous faut un politicien audacieux qui interdit toutes les matières polluantes, l'exploitation de tous les hydrocarbures. Donc, y compris toutes les multinationales, toutes les usines, mais on ne le peut pas. libre-échange, bien sûr. De toute façon, il faut arrêter avec toutes les matières polluantes. Il faut arrêter avec le plastique, il faut arrêter avec l'essence de jour au lendemain. Faut pas attendre d'avoir trouvé nos solutions, il faut arrêter. Et puis, t'inquiète pas que les industriels qui veulent plein d'argent, ils vont nous trouver du plastique en betterave très vite pour emballer nos légumes. Oui, ça c'est sûr. Le moteur quantique. Le moteur à eau. Le problème, c'est qu'il y a déjà des énergies libres qui existent, qui sont gratuites, mais ça ne profiterait pas à Total. C'est ça. Je pense que l'ère de l'hydrocarbure est passée, avec notre 6e continent de plastique qui est gros comme la France, l'Italie et l'Espagne réunis, 1 million de kilomètres carrés au large du Pacifique, et je pense qu'on ne peut plus accepter aucune matière polluante, et qu'on n'est pas du tout sur une période de transition, il faut absolument tout arrêter. Moi je suis prêt à vivre sans électricité. Alors ne t'inquiète pas, la crise économique est bien entamée et va continuer son travail de déstructuration de notre société. Donc là on est dans cette phase-là. Qu'est-ce que tu nous souhaites pour les prochaines semaines? Et puis après, on se souhaitera bonne nuit, parce que là, il commence à faire tard. Je souhaite à tous de faire votre liste de rêves.
sans aucune limite de budget, de morale, de temps. Et mettez tous 10 rêves sur une feuille et vous entourez le plus facile et vous passez 10 minutes par jour en action. Non pas à rêver à nos rêves, mais en coup de fil, en mail, en dossier de subvention, en machin. Et vous verrez qu'en passant à l'action, 10 minutes par jour, ça va très très vite. Et en 2 ans, n'importe quel rêve est réalisable. On est là sur Terre pour réaliser nos rêves. Nous, en plus, en Occident, on a beaucoup plus de facilité que d'autres à avoir accès à tous ces outils qui vont nous permettre de réaliser nos rêves, qu'ils soient matériels ou pas. Donc, je vous encourage à croire en vos rêves, les écrire pour que votre conscient parle à votre inconscient et que votre inconscient vous amène directement vers ces rêves sans trop d'efforts. Croyez en vos rêves, agissez. Je sais que toi, Chloé, tu le fais, tu te bats au quotidien et que tu sacrifies ta vie pour réaliser tes rêves et ceux d'autrui. C'est quelque chose qui m'anime et c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et j'espère que les autres suivront en ton exemple, de croire en ses rêves et de se dire qu'on a un réel pouvoir sur le monde qui nous entoure. Oui, et qu'on peut réaliser ses rêves, qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'on a plein de belles choses. Et ne pas avoir peur aussi, pour moi ça c'est important. Comment tu te situes par rapport à la peur? C'est peut-être une grande question. Je suis ton petit frère qui a toujours eu peur de tout, moi je pleure tout le temps. C'est pas vrai. Mais par exemple dans cette situation, est-ce que tu as eu peur? Moi je sais que non. Non, parce que je sais que je suis avec toi dans ma chambre. Ouais, mais sinon. Quelle situation? La situation où on te dit qu'il y a un virus dangereux, etc. Non, moi je suis prêt à mourir. Moi je pense qu'il y a trop de monde sur l'humanité qu'on a plus. Non, mais là, au-delà de ça, t'as pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur. Donc, on peut donner ce message aussi aux personnes qui nous regardent. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, quand on est au courant d'un fait, on se rend compte que les médias souvent nous mentent. Quand par exemple, on lit des articles dans les journaux et qu'on a vécu la situation, c'est toujours entièrement faux. À chaque fois qu'on a un lien, à chaque fois qu'on a un lien avec l'article, c'est là qu'on se rend compte, mais tout est faux. Et donc, ça. Alors, je pense pas qu'ils le font forcément dans un but de nuire. Dans un but de nuire. C'est juste de la négligence, de romancer, de négligence. Ils sont payés par des milliardaires, mais c'est un hasard. Enfin, ça n'a pas d'influence sur ce qu'ils écrivent. Je te laisse la responsabilité le dire. Moi, je pense que les gens ils font comme ils peuvent, ils essaient de faire au mieux, ils y croient quand même. Alors, les journalistes, directement, je pense pas qu'ils aient le pouvoir. Voilà, je ne pense pas qu'ils aient le pouvoir direct d'écrire ce qu'ils veulent. Non, je pense mais pas. au-dessus d'eux, il y a quand même des directives. Et puis l'autocensure est très forte. Et l'autocensure est très forte. Pour un souci d'uniformisation, on n'ose plus être différent. Certaines personnes, ou la majorité des personnes en tout cas, n'osent plus forcément dire ce qu'elles pensent. En tout cas, la peur de ce que l'être humain est capable de faire quand on voit à quel point il détruit la planète et sa propre race. Pas tous, hein. Pas tous, mais. Il faut dire que c'est quand même une minorité de gens qui font ça. À quel point une minorité peut avoir du pouvoir sur cette énorme majorité, ça fait peur. Ça fait peur aussi de ne pas arriver à bouger les choses plus vite que nous et bouger les consciences. Ça donne aussi pour moi de l'espoir parce que c'est une petite minorité qui nous met dans cette situation. Donc ça peut être une petite minorité qui peut nous en sortir aussi. Ouais. Mais toutes les révolutions dans le passé, on a dû prendre les armes, on a dû tuer, on a dû se battre. Je ne sais pas si notre génération est prête à tuer. Pas toujours. Pour changer les choses. Donc je ne sais pas sous quelle forme sera la prochaine révolution. En tout cas, la révolution féministe me donne beaucoup d'espoir parce que c'est très aussi peut-être machiste ou sexiste de penser ça, mais j'ai l'impression que les femmes bombarderont moins des peuples, trahiront moins, seront moins corrompues parce qu'elles sont tellement rompues à essayer de porter l'humanité à bout de bras et à essayer de sauver tout le mal que font les hommes, que je me dis qu'elles sont un petit peu habituées à essayer de faire le bien ou de rattraper tout le mal que font les hommes. Donc j'ai encore beaucoup d'espoir à travers la révolution féministe. Et il y a aussi des hommes comme toi qui vont nous aider à faire de ce monde un monde. Moi j'ai été élevé par des femmes, par ma mère et ma sœur et ses copines qui m'ont aussi guidé. Je travaille qu'avec des femmes aussi plus ou moins, sauf avec mes Mais ne te sous-estime pas, enfin, moi c'est oui. En tout cas, chacun a ses petites croyances. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait valoir mes petites pensées, mes petites théories. On n'a jamais passé autant de temps ensemble, aussi proches depuis un petit moment. Voilà, ça me fait bien vidéo, plaisir. Il faut savoir qu'on vous prend en otage pour pouvoir passer un petit moment tous les deux. Parce que je travaille aussi beaucoup et Chloé travaille aussi beaucoup. On a 5 minutes de libre par an. Oui, c'est ça. C'est pas à Noël autour de la bûche. Et donc, je te remercie en tout cas de nous donner l'occasion de t'avoir. Merci à toi, Antoine, ça fait super plaisir. Alors, merci à bientôt, à toi, et merci à vous de nous avoir écoutés. Hasta la victoria. Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you.